un médecin, 2 jeunes enfants, un voilier loué pour une croisière de 5 jours, et une épouse dont le sang est retrouvé dans la chambre conjugale sans que son corps ne soit jamais découvert. 25 ans après les faits, l'affaire Yves Godard reste l'une des énigmes criminelles les plus fascinantes et les plus dérangeantes de toute l'histoire judiciaire française récente. Meurtre passionnel suivi d'un double infanticide en pleine mer. Fuite savamment orchestrée pour recommencer une vie ailleurs sous une identité différente. Ou règlement de compte extérieur lié à d'importantes sommes d'argent que ce médecin gérait discrètement en dehors de tout circuit officiel. Pendant plus d'une décennie après fait, des objets isolés vont remonter un par un sur les côtes bretonnes et dans les eaux environnantes, une annexe de bateau à la dérive, des papiers d'identité, des cartes bancaires, puis, plus tard encore, des ossements humains appartenant à des membres de cette même famille, mais jamais la totalité des corps ne sera retrouvée. Jamais une explication définitive et complète ne sera formellement établie par la justice française, malgré des années entières d'investigation. Comment un médecin respecté d'une petite commune normande a-t-il pu disparaître ainsi, avec ses 2 enfants, dans des circonstances aussi troublantes? Cette affaire allait, au fil des années suivantes, inspirer plusieurs livres d'enquête et documentaires télévisés, sans qu'aucun d'entre eux ne parvienne jamais à trancher définitivement entre les différentes hypothèses envisagées. Pour comprendre cette affaire dans son intégralité, il faut d'abord s'intéresser à l'homme lui-même, bien avant cette fin d'été de 1999 qui allait faire basculer son existence et celle de toute sa famille, dans le mystère le plus total. Yves Godard, 44 ans au moment des faits, exerce la médecine générale, mais pratique également l'acupuncture et l'homéopathie, dans la petite commune de Juvigny-sur-Seulles, dans le Calvados, en Normandie. Un homme que ceux qui l'ont côtoyé décrivent unanimement comme secret, complexe, presque insaisissable. Farouchement opposé au système médical conventionnel, il entretient des relations conflictuelles ouvertes avec l'ordre des médecins et avec les caisses d'assurance maladie traditionnelles. Il occupe également la fonction de trésorier au sein d'un groupuscule contestataire rassemblant de petits commerçants et artisans, une structure alternative brassant, selon plusieurs témoignages ultérieurs, des sommes d'argent particulièrement importantes, en dehors de tout circuit bancaire classique. Marin expérimenté depuis de nombreuses années, il connaît parfaitement les côtes bretonnes et normandes, leurs courants, leurs dangers et leurs refuges les plus discrets. Son épouse, Marie-France, 43 ans également, partage sa vie depuis de longues années. Le couple a 2 enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans, tous 2 scolarisés dans leur petite commune natale. De l'extérieur, cette famille normande ne se distingue en rien des milliers d'autres foyers similaires installés à la campagne. Les voisins décrivent un couple discret, poli, peu enclin aux confidences, et des enfants apparemment épanouis dans leur petite école de village. Mais derrière cette apparence tranquille, plusieurs tensions couvant depuis un certain temps déjà. Des tensions financières, professionnelles et conjugales qui vont progressivement remonter à la surface, dans les jours qui précèdent la disparition de toute la famille. Le 1er septembre 1999, Yves Godard quitte le domicile familial en voiture, accompagné de ses 2 enfants, Camille et Marius. Direction Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, à plusieurs dizaines de kilomètres de leur commune normande. Aucun témoignage recueilli par la suite ne mentionne la présence de son épouse Marie-France à ses côtés durant ce trajet. Une fois arrivé à Saint-Malo, Yves Godard loue un voilier auprès d'un professionnel local, déclarant vouloir effectuer une croisière en direction de Perros-Guirec, plus loin sur la côte bretonne, avec un retour prévu 5 jours plus tard, selon les documents de location remplis ce jour-là. Il quitte alors le port avec ses 2 jeunes enfants à bord, en direction du large, sous un temps calme et parfaitement praticable pour un navigateur de son expérience. Rien, à ce stade, ne semble alarmant aux yeux des professionnels du port, ni du loueur qui lui remet les clés du bateau ce jour-là. Un père de famille, navigateur aguerri, partant en croisière estivale avec ses enfants, une scène banale, répétée chaque été par des centaines de plaisanciers le long des côtes bretonnes, sans que personne n'y prête une attention particulière. Mais ce voyage en mer ne va jamais se dérouler comme prévu. Et ce qui va être découvert quelques jours plus tard seulement, à des dizaines de kilomètres de là, dans la maison familiale du Calvados, va faire basculer cette simple sortie en mer dans l'une des plus grandes énigmes criminelles de la décennie. Le lendemain de son départ, le 2 septembre, le voilier d'Yves Godard est contrôlé en pleine mer,
dans la baie de Saint-Brieuc, par des agents des douanes françaises effectuant une inspection de routine. Ce contrôle va s'avérer déterminant pour la suite de l'enquête. Les douaniers confirment formellement une chose: Yves Godard se trouve bel et bien seul à bord avec ses 2 enfants. Aucune trace de son épouse Marie-France sur le voilier. Autre détail qui va rapidement interpeller les enquêteurs par la suite. Le voilier avance alors au moteur, alors même que les conditions de vent ce jour-là étaient pourtant parfaitement favorables à la navigation à la voile. Un choix pour le moins surprenant de la part d'un marin aussi expérimenté que lui, qui connaissait manifestement toutes les subtilités de cette navigation. Pendant ce temps, à des dizaines de kilomètres de là, dans la maison familiale de Juvigny-sur-Seulles, personne ne s'inquiète encore ouvertement de l'absence prolongée de Marie-France Godard. Ce n'est que quelques jours plus tard que la situation va véritablement basculer, lorsque des proches, sans nouvelles ni de la mère de famille, ni des enfants partis en mer, décident finalement d'alerter les autorités locales. Une décision qui allait rapidement déclencher le début d'une enquête bien plus vaste que prévu, mobilisant à la fois les services de gendarmerie du Calvados et ceux d'Ille-et-Vilaine, en raison de la dimension à la fois maritime et terrestre de cette disparition inquiétante. Le 8 septembre 1999, une quantité de sang particulièrement importante est découverte à l'intérieur de la camionnette utilisée par la famille Godard. Le lendemain, 9 septembre, les enquêteurs perquisitionnent le domicile familial de Juvigny-sur-Seulles. Ce qu'ils y découvrent va immédiatement transformer cette affaire de disparition en une véritable enquête criminelle. Des traces de sang appartenant à Marie-France Godard sont retrouvées dans la chambre conjugale du couple. Marie-France Godard, elle, ne sera jamais retrouvée, ni vivante ni morte, à aucun moment de cette longue enquête qui allait s'étendre sur plus de 2 décennies. Au cours de cette même perquisition, les enquêteurs mettent également la main sur le journal intime tenu par Marie-France, un document dans lequel elle évoque, en détail, une liaison qu'elle aurait entretenue, réelle ou simplement fantasmée selon les enquêteurs, avec son propre psychanalyste. Cette découverte va immédiatement orienter une partie de l'enquête vers l'hypothèse d'un drame passionnel. Yves Godard aurait-il découvert cette liaison, réagi dans un accès de rage incontrôlable, avant d'entraîner ses propres enfants dans une fuite sans retour possible? Mais cette explication, aussi plausible qu'elle puisse paraître à première vue, ne va pas suffire à convaincre l'ensemble des enquêteurs chargés de ce dossier hors norme. Car si Yves Godard avait effectivement tué sa femme dans un accès de rage, pourquoi aurait-il pris le temps, ensuite, de louer méthodiquement un voilier, de déclarer un itinéraire précis et d'emmener ses enfants en mer plusieurs jours durant, plutôt que d'agir dans la précipitation? Cette question, à elle seule, va durablement alimenter des hypothèses radicalement différentes de la simple thèse du crime passionnel. Très vite, l'hypothèse d'un simple accident de navigation en haute mer est formellement écartée par les enquêteurs chargés du dossier. Le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles, à l'époque des faits, lui-même présent en mer ce jour précis, entre Jersey et Saint-Malo, témoignera plus tard qu'aucun appel de détresse n'avait été signalé, que la mer était parfaitement calme, et qu'un naufrage semblait, dans ces conditions météorologiques précises, absolument impensable pour un marin de l'expérience d'Yves Godard. Cette conviction est largement partagée par l'ensemble des professionnels de la mer consultés au fil de l'enquête. Yves Godard connaissait intimement cette zone maritime, ses courants, ses refuges et ses moindres subtilités. L'hypothèse d'un accident de mer, dans ces circonstances précises, ne tient tout simplement pas. Reste alors, aux yeux des enquêteurs, une question bien plus vertigineuse. Yves Godard est-il la victime de cette affaire, ou bien son véritable auteur? A-t-il froidement prémédité l'assassinat de son épouse, avant d'entraîner ses propres enfants dans la mort, au cœur de cette mer qu'il connaissait pourtant si bien? Ou bien a-t-il, au contraire, orchestré minutieusement sa propre disparition, ainsi que celle de ses enfants, dans le but de recommencer une existence entièrement nouvelle, quelque part, loin de la France et de cette vie conjugale visiblement fragilisée? Plusieurs témoins affirmeront, dans les années suivant les faits, avoir aperçu un homme lui ressemblant fortement dans différents pays étrangers, des signalements qui ne seront cependant jamais formellement confirmés par les autorités compétentes. Une troisième hypothèse, plus troublante encore, va également retenir l'attention de certains enquêteurs au fil des années suivantes. Yves Godard gérait, en tant que trésorier, une caisse d'assurance alternative destinée aux petits commerçants et artisans,
Une structure brassant, selon plusieurs témoignages recueillis par la suite, des sommes d'argent particulièrement conséquentes, en dehors de tout circuit bancaire officiellement contrôlé. Cette famille aurait-elle pu, dans ces conditions, être la victime d'un règlement de compte extérieur, directement lié à la gestion opaque de cette structure financière parallèle? Une hypothèse qui, si elle s'avérait exacte, changerait radicalement toute la lecture de cette affaire, transformant Yves Godard lui-même d'éventuel bourreau en simple victime collatérale d'intérêts financiers qui le dépassaient largement. Trois théories concurrentes, aussi solides les unes que les autres sur le papier, mais qu'aucune preuve matérielle décisive ne permettra jamais de départager avec une totale certitude, malgré des années entières d'investigations financières et de recoupements bancaires menés par plusieurs brigades spécialisées. Un homme secret, rebelle face à l'ordre établi, navigateur aguerri rêvant peut-être d'une vie incognito loin de la France. Voilà comment la personnalité d'Yves Godard n'a cessé, depuis cette disparition, de fasciner et de troubler à la fois enquêteurs, journalistes et grand public, sans qu'aucune version définitive ne parvienne jamais à s'imposer clairement au fil des années d'investigation. Dans les années qui suivent cette disparition, plusieurs éléments matériels vont progressivement remonter à la surface, un par un, le long des côtes bretonnes et dans les eaux environnantes, ravivant à chaque fois l'attention médiatique et judiciaire sur ce dossier resté en suspens. L'annexe du voilier loué par Yves Godard est retrouvée, dérivant seul, à la surface de l'eau quelques jours seulement après le contrôle des douanes. Puis, au fil des mois et des années suivantes, d'autres objets viennent s'échouer sur les plages bretonnes, où sont repêchés directement en pleine mer des papiers d'identité appartenant à la famille, ainsi que plusieurs cartes bancaires. En 2006, une découverte particulièrement marquante relance brutalement toute l'affaire. Un tibia et un fémur, identifiés comme appartenant à Yves Godard lui-même, sont retrouvés le long du littoral breton, 7 années entières après sa disparition initiale. Ces ossements confirment, sans le moindre doute possible cette fois, la mort effective du médecin, mettant fin à 7 années entières d'incertitude totale sur son propre sort. Mais ils ne permettent absolument pas d'établir les circonstances exactes de son décès, ni de déterminer s'il s'agit d'un suicide volontaire, d'un accident isolé survenu après la disparition initiale, ou bien d'un meurtre commis par une tierce personne, resté jusqu'à aujourd'hui totalement inconnu des enquêteurs. Plus tard encore, le crâne de l'un des deux enfants sera lui aussi finalement retrouvé, confirmant définitivement la mort de l'ensemble de la famille partie en mer ce jour de septembre 1999. Mais jamais l'intégralité des corps ne sera reconstituée, ni le corps de Marie-France jamais localisé, à quelque endroit que ce soit. Malgré ces découvertes partielles et espacées dans le temps, la justice française ne parviendra jamais à établir de scénario définitif et unanimement reconnu pour expliquer cette affaire hors norme. Le 14 septembre 2012, 13 ans après les faits, le juge d'instruction de Saint-Malo rend une ordonnance de non-lieu dans ce dossier. Une décision judiciaire qui reconnaît explicitement que la seule hypothèse formellement exclue par l'enquête reste celle d'un simple accident de mer. Toutes les autres théories, elles, demeurent ouvertes, sans qu'aucune ne puisse être retenue avec une certitude suffisante pour permettre une mise en accusation formelle de qui que ce soit. Un non-lieu qui referme, sur le plan strictement judiciaire, l'un des dossiers les plus troublants de la criminalité française contemporaine, sans jamais véritablement répondre aux questions les plus fondamentales que continue de se poser l'opinion publique depuis maintenant plus de 2 décennies. Une décision qui, pour beaucoup d'observateurs de cette affaire, illustre les limites concrètes de la justice face à des dossiers où les corps eux-mêmes manquent, ou n'apparaissent que fragmentairement des années après les faits. Yves Godard a-t-il tué sa femme avant d'entraîner ses enfants dans la mort? A-t-il au contraire orchestré sa propre disparition avant de mourir accidentellement ou de se donner lui-même la mort, une fois loin des côtes françaises? Ou bien toute cette famille a-t-elle été la victime d'un règlement de compte extérieur, resté à ce jour totalement impuni? 25 ans après les faits, l'affaire Yves Godard continue de fasciner autant qu'elle trouble, ravivée régulièrement par de nouveaux documentaires et ouvrages consacrés à ce dossier hors norme, dont une enquête approfondie publiée aux éditions Les Arènes, ainsi qu'une série documentaire diffusée sur une grande chaîne de télévision française en 2023. Ce qui rend cette affaire si particulière,
ce n'est pas seulement l'absence persistante de certitudes judiciaires définitives. C'est la manière dont les rares éléments matériels retrouvés au fil des années, des ossements humains au simple papier d'identité, ont progressivement permis de confirmer la mort de chaque membre de cette famille, sans jamais permettre de reconstituer le véritable déroulement de ces événements tragiques. Meurtre passionnel, suivi d'un geste irréparable en pleine mer, fuite méticuleusement organisée vers une existence entièrement nouvelle, brutalement interrompue par un accident ou par un choix funeste, ou règlement de compte extérieur, lié à des intérêts financiers occultes jamais totalement élucidés par la justice. 25 ans après cette disparition en mer, aucune de ces trois hypothèses n'a jamais pu être définitivement confirmée, ni totalement écartée par les enquêteurs. Le corps de Marie-France Godard, quant à lui, n'a à ce jour toujours jamais été retrouvé, laissant cette affaire hors norme durablement inscrite parmi les plus grandes énigmes criminelles jamais recensées dans l'histoire judiciaire française contemporaine.